Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement peut-être. Donc, je suis Martine Guérin, je suis présidente du syndicat des consultants formateurs indépendants, qui représente donc la profession des formateurs indépendants. Et je suis également consultante en management stratégique et des ressources humaines. Voilà, donc, j'ai, on va dire, plus de 30 ans d'activité. Et donc, je commence à avoir un certain nombre d'idées qui ne sont peut-être pas forcément les bonnes, mais un certain nombre d'analyses sur la question RH. Et donc, moi, ce que je voudrais développer, c'est quelque chose de beaucoup plus global que ce qui a été fait précédemment, c'est-à-dire comment est abordée en France la question du développement des compétences dans les politiques d'employabilité, c'est-à-dire dans la façon dont l'État, tous les opérateurs autour de cette question des compétences et dans les entreprises, comment cette question-là est traitée, sachant que l'employabilité, ben, en fait, c'est une résultante entre un certain nombre de critères et de dimensions que nous devons gérer à plusieurs niveaux. Donc, au niveau de l'État, au niveau des branches professionnelles, des formateurs, donc j'en oublie certainement, on y reviendra, et bien sûr au niveau de l'entreprise, pour les dirigeants, les managers et les personnes qui sont spécialisées dans le domaine des ressources humaines. Alors, donc, je vais peut-être vous préciser d'une façon plus concrète ce Est-ce que que vous pouvez le j'entends par mettre en là. plein écran, le document? Pardon, oui, on peut le mettre en plein écran, bien sûr. Voilà, c'est Voilà, bon c'est là. parfait. Donc, en fait, la question de l'employabilité, et donc derrière, c'est la question des compétences, hein, évidemment, qui est posée. Elle dépend d'un certain nombre de dimensions, notamment la première dimension, c'est le contexte et l'environnement dans lequel nous nous situons au niveau global, au niveau des entreprises, au niveau des personnes, etc. Donc aujourd'hui, on est dans un environnement qui est extrêmement instable, qui est en perpétuel bouleversement, et donc on va voir que ça va avoir un impact très important sur les métiers et donc les compétences. Ensuite, une deuxième dimension qui est la méthodologie, les systèmes méthodologiques qui sont utilisés en France et dans les entreprises pour gérer cette question des compétences, donc de façon vraiment très, très globale. Je ne rentrerai pas dans les détails précis de la GRH, mais c'est pour voir les systèmes organisationnels qui sont mis en place pour gérer cette affaire-là. Et ensuite, un troisième pôle qui est également très instable, et en ce moment, nous sommes dans une phase particulièrement active, c'est les représentations mentales par rapport à l'activité humaine. Donc là, tout à l'heure, on a eu un éclairage sur le fonctionnement du cerveau. Donc là, on est au niveau de la personne humaine, mais globalement, en termes de civilisation, on va employer des mots assez forts, en termes de civilisation, l'activité humaine aujourd'hui est considérée différemment de ce qu'elle était même il y a 10 ans en arrière. Alors ne parlons pas du début du siècle et du siècle dernier. Donc ça vraiment, ça doit nous interroger en permanence parce qu'on est dans une phase d'accélération et de changement important. Et également la façon dont nous considérons l'espace-temps par rapport à l'activité humaine et par rapport au travail. Nous sommes dans une période où on a vu éclater ce que j'appelle les trois unités. La règle des trois unités, vous savez, au théâtre, c'est l'unité de temps, de lieu et l'unité d'action. Et bien pour le théâtre, pour le travail, nous avons exactement la même approche qui est en train d'éclater. Et nous avons également la même chose qui est en train de se passer pour la formation. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est comment globalement les systèmes sont gérés au niveau global, quelles sont leurs limites, pourquoi effectivement les limites de ces systèmes nous amènent aujourd'hui à des difficultés pour gérer le chômage, tout simplement, et la question des compétences, parce qu'évidemment, il y a des métiers qui sont en tension, je ne vous apprends rien. Et donc, comment faire pour que
on arrive à sortir de ces tensions du fait qu'il y a des personnes aussi qui n'arrivent pas à trouver de travail. Voilà, donc en fait, c'est la partie rouge qui va être, qui va être l'essentiel de mon apport cet après-midi. Alors, je vais commencer peut-être par vous parler du SICFI, non pas parce que je veux faire l'apologie du syndicat, encore que, mais surtout parce que je vais prendre un exemple de métier et de profession qui est en pleine transformation, qui est en plein bouleversement. C'est le métier de formateur, d'ailleurs qu'on n'appelle plus formateur, depuis la loi du 5 septembre 2018, qu'on appelle opérateur de compétences. Donc, vous voyez que derrière le changement d'appellation, il y a également un changement d'identité professionnelle. Et évidemment, cette identité professionnelle, elle est en lien avec des choses qui sont dites dans la loi sur la définition de la formation elle-même et donc des compétences qui vont derrière et surtout de l'acquisition des compétences. Donc, je passerai un petit moment là-dessus. Ensuite, je vous présenterai les systèmes méthodologiques actuels globalement, sans rentrer dans les détails, mais pour que vous compreniez les mécanismes avec leurs limites. Et je vous présenterai rapidement des idées de méthodologie d'adaptation pour essayer de sortir de ce système qui nous fait tourner en boucle. Alors, dans un premier temps, donc, je vais vous présenter le SICFI, donc, qui est un syndicat professionnel donc, pour la défense des formateurs consultants en France. Donc, nous avons un réseau globalement de 3000 personnes qui sont nos abonnés. Et nous, évidemment, nous sommes l'interlocuteur du ministère du Travail à divers titres, puisque nous avons participé à la préparation de la loi qui a réformé la formation, participé à l'élaboration du référentiel Calliope, peut-être que ça parle à certains, et que nous sommes en lien avec le ministère du Travail pour la modernisation du dialogue social, puisque là aussi, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place depuis 2016. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 75% des formateurs de la formation professionnelle en France sont des consultants formateurs indépendants. C'est-à-dire que l'appareil de formation professionnelle continue de France repose sur les consultants formateurs indépendants. On va dire les 25 à 30% restants sont des personnes qui sont salariées dans les entreprises. Je pense que parmi vous, il y en a peut-être. Sont des personnes qui sont salariées dans la fonction publique, sont des personnes qui sont dans des entreprises ou voire dans des organismes privés, mais qui sont salariés. Et donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que la formation professionnelle continue en France repose sur les consultants formateurs indépendants. Et ça, c'est vraiment très, très important parce qu'on va voir que la transformation de notre métier, évidemment, a un impact sur ce que vous allez vivre par la suite dans les entreprises. Donc, évidemment, notre mission, c'est aussi de faire du lobbying institutionnel et économique pour que nous soyons connus, reconnus et employés à juste titre, sans gâchis, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours le cas. On va le voir notamment dans la sous-traitance. Et évidemment, défense et promotion de la profession, chaque fois qu'il y a des réformes, pour évidemment que les réformes tiennent compte de la situation spécifique des consultants formateurs indépendants qui sont souvent seuls dans leur structure ou qui ont un ou deux salariés. Je vais passer rapidement sur donc parce que ce n'est pas l'objet, mais bon, simplement pour vous présenter tout ça. Donc, nous sommes un syndicat normal, on va dire, dépendant donc de la loi Waldeck-Rousseau de 1884 et interlocuteur des pouvoirs publics. Et à ce titre, nous avons travaillé en lien avec la FFP, pour ceux qui connaissent, pour demander au ministère du Travail, et notamment à la ministre, qui était Madame Pénicaud à l'époque, de créer une branche professionnelle formation, organisme de formation, qui n'existait pas jusqu'au 1er janvier 2019. Donc, je vous annonce qu'il y a une branche professionnelle, organisme de formation, qui existe depuis le 1er janvier 2019. Voilà, donc je ne reviendrai pas sur la suite parce que je viens d'en parler tout à l'heure. Alors, pourquoi
Alors oui, si quand même un petit mot sur nous. Donc bien que nous soyons des petites entreprises, souvent des TPE, nous avons exactement les mêmes contraintes que, les entreprises, ordinaires, les petites, les moyennes, les grandes, et cetera, avec les mêmes exigences légales et nous sommes évidemment en prise directe permanente avec les problématiques d'employabilité, puisque beaucoup d'entre nous, font des bilans de compétences, participent au VAE, préparent au VAE, etc., etc. Alors, l'avantage de travailler avec un consultant formateur indépendant, c'est qu'il est très facilement mobilisable, il est seul, donc il suffit de l'appeler et de lui présenter vos demandes et vos besoins. Et donc, il a une expertise évidemment pointue, il est proche, donc il est une relation de proximité facile, une prestation sur mesure, évidemment, voire individualisée, une capacité de réaction, de réactivité, évidemment, hors catégorie, hors course, et évidemment de l'indépendance, dans le sens où vous allez lui demander des choses, et il va évidemment vous répondre à vos besoins pour essayer de vous satisfaire et pas de satisfaire des organisations politiques ou autres qui pourraient l'influencer. Ou un OPCO, par exemple, s'il est en sous-traitance, évidemment, il ne pourra pas avoir une capacité d'indépendance. Donc, ça nous amène à dire que quand on est en relation de sous-traitance, on est moins libre, évidemment, que quand on est en relation directe avec son client. Alors, la vulnérabilité de cette profession, c'est qu'effectivement, on a affaire à des petites entreprises, une personne ou deux, que les marchés publics en général nous passent sous le nez, hein, pour employer un terme vulgarisé, et que pas mal de personnes sont en relation de sous-traitance, ce qui n'est pas toujours très bon, pour tout un tas de raisons, dont les premières raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Souvent, on méconnaît les expertises des personnes. On a souvent on va dire des formateurs ou autres qui sont ingénieurs pédagogiques, qui ont des certifications. C'est comme les médailles russes, si vous voulez, des généraux russes. Vous avez toute une liste de certifications parce que, évidemment, la compétence technique est très, très importante et donc un consultant seul ou un formateur seul ne peut pas se permettre de ne pas être compétent. Voilà. Donc ensuite, méconnaissance évidemment de leur poids dans l'appareil de formation en France, c'est ce que je viens d'expliquer. Peu de personnes savent que la formation professionnelle continue en France repose sur les formateurs, consultants, formateurs indépendants. Et donc une représentation stéréotypée de la profession. Alors, donc, c'est une profession, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui est en profonde transformation. Alors, profonde transformation, parce qu'il y a eu cette loi donc, du 5 septembre 2018 qui a évidemment, Madame Pénicaud parlé d'un Big Bang, mais c'est évidemment un Big Bang qui s'est produit parce qu'il y a eu une redéfinition légale de l'activité de formation. C'est-à-dire que la formation, ça n'est plus un module avec un thème, par exemple conduite de réunion ou conduite de projet, mais ça doit s'inscrire dans un processus de développement professionnel, dans un projet professionnel. Il peut y avoir moult formes de formation. Ce n'est pas uniquement la formation en salle. Je parlais de l'éclatement des 3 unités tout à l'heure. Et donc, avec également une digitalisation très importante et qui s'est accélérée au moment du confinement, donc pour tout le monde, bien évidemment, et pour les formateurs, ça a été là la grosse réforme, parce que comme on ne pouvait pas travailler, on n'avait pas d'autre choix que de digitaliser les processus de formation. Donc, il y a eu une accélération sur cette chose-là, qui évidemment n'a pas été neutre sur la situation personnelle des gens. Et puis les exigences de qualité, puisque maintenant vous savez qu'il y a des processus qualité, enfin une certification qualité qui va être obligatoire et qui est obligatoire pour les personnes dont la formation sera prise en charge par les OPCO notamment, ou par Pôle emploi ou d'autres dispositifs institutionnels. Donc,
nous sommes dans une situation évidemment avec une situation de bouleversement, également avec de nouvelles interfaces, puisqu'on est passé de 24 OPCA à 11 OPCO. Donc évidemment, il y a eu des négociations interprofessionnelles entre les branches qui ont été menées pendant presque 6 mois. Et la crise évidemment de la pandémie, qui a été une catastrophe en termes de fonctionnement. Et maintenant, il faut relever, malgré tout ça, donc il faut relever le défi de la relance de l'activité, parce que les entreprises, évidemment, vont avoir besoin des formateurs. Et donc hier, j'ai assisté à une conférence de France Stratégie où un interlocuteur disait qu'il y avait des métiers en tension et on manquait de formateurs, notamment sur tout ce qui est transition écologique, qui est un énorme chantier qui va évidemment se développer. Et donc les formateurs, là, ont une obligation, on va dire, de se former rapidement et de façon efficace pour pouvoir répondre aux besoins qui vont être urgents. Voilà, donc cette situation, pourquoi j'ai pris l'exemple des formateurs indépendants pour expliquer tout ça, parce que en fait, cela préfigure ce qui va arriver, ce qui est déjà en train d'arriver à moult métiers dans les entreprises, soit parce qu'ils vont subir des transformations, soit parce qu'ils vont être supprimés, soit parce qu'ils vont être remplacés par d'autres, et que donc il va y avoir des difficultés pour accompagner donc ces transformations. Et évidemment, les consultants formateurs seront là parce qu'ils sauront faire, puisqu'ils sont en train de vivre et ils auront vécu cette chose-là, et donc ils seront capables d'accompagner les entreprises pour leur expliquer les écueils, les conditions de réussite, comment faire pour rassurer les gens, pour développer les compétences, on y reviendra tout à l'heure. Donc on aura des personnes qui seront par leur expérience, évidemment, aptes à accompagner évidemment les entreprises là-dessus, sachant que pour l'instant, et c'est peut-être quelque chose de bien, je ne sais pas, vous me direz si vous êtes d'accord, il n'existe pas de diplôme de technicien, d'accompagnateur de la transformation. Voilà, parce que évidemment, la transformation, comme son nom l'indique, c'est quelque chose de permanent et qui est un bouleversement énorme de tous les paramètres dans des situations complexes. Alors, donc, ces métiers, donc on sait, les études le montrent, hein, que 15% des métiers actuels dans les 5 ans qui viennent auront été impactés d'une façon ou d'une autre, enfin, plus ou moins forte. Dans 15 ans, ça sera la moitié des métiers, donc ça vient très vite. Et on sait que dans 20 ans, j'ai parlé d'activité humaine tout à l'heure, 47% des activités seront automatisées. Donc, il faut se préparer rapidement dans les entreprises à ces transformations. Sinon, évidemment, ça sera une catastrophe de plus qu'il faudra gérer dans l'urgence. Alors, pour revenir à notre contexte d'aujourd'hui et resituer évidemment notre problématique de compétences et d'employabilité, nous sommes aujourd'hui dans un contexte tourbillonnaire. C'est-à-dire que par là, je fais référence à un principe de la complexité qui a été bien expliqué par Edgar Morin, qui s'appelle la récursivité. C'est-à-dire que la récursivité, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du tourbillon, c'est cette espèce d'énergie centripète qui se développe et qui envahit tout et qui peut détruire tout et qui transforme tout sur son passage, un peu comme les tornades. Donc nous sommes au cœur de cette chose-là, avec des paramètres qu'on connaît maintenant très bien, les transitions technologiques fondamentales qui sont en cours en ce moment, donc le digital, bien sûr, le numérique, tout ce qui est robotisation, etc., donc va s'accélérer. Tout à l'heure, je parlerai d'entreprises en 3D, parce qu'évidemment, il va falloir
aborder la question du management d'entreprise et des compétences en 3 dimensions et non de façon, on va dire, linéaire, uniquement sur des tableaux Excel. Donc là, je caricature évidemment, mais simplement pour que vous compreniez que nous sommes dans un mouvement important qui est en train de se passer et qu'il faut que nous arrivions à trouver des points de repère pour maîtriser quelque peu cette affaire-là et s'adapter. Ensuite, nous allons avoir la transition écologique. La transition écologique, c'est quelque chose d'éminemment important qui est plus ou moins bien géré jusqu'à présent, plus ou moins bien pris en charge. Donc là, nous ne pourrons plus nous passer de traiter ce problème, ne serait-ce que parce qu'il va développer des métiers et qu'il faut être capable de structurer les choses et surtout de structurer des formations pour que les gens puissent répondre à la demande qui va être énorme. Ensuite, les accélérations de la transformation du monde. Donc là, je ne vous apprends rien, vous suivez l'actualité, vous voyez tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Bon, ce n'est pas nouveau au niveau géopolitique, économique, donc ce sont des choses qu'on connaît bien. Mais la nouveauté, c'est que nous sommes dans une phase d'accélération de ces choses-là et que donc il faut nous protéger également collectivement par rapport à tout cela en s'organisant. Et évidemment, la dernière chose, ça a été cette collision brutale avec la météorite, moi je l'appelle ça comme ça, hein, la météorite Covid, qui a produit une stase économique, puisqu'il y a eu des confinements sur la planète, et donc il y a eu un arrêt de l'économie, peut-être pas tout à fait synchronisé au niveau des pays, mais globalement il y a eu un arrêt de l'activité économique. Et donc, ça, de toute façon, ce n'est pas neutre à tous les plans, d'ailleurs, de la vie humaine. Et autre choc que nous avons subi et que nous sommes encore en train de subir, c'est l'effroi que nous commençons à avoir face aux limites de la science, puisque nous attendons des traitements pour la pandémie, nous attendons des vaccins contre ce virus, etc. Et on voit bien qu'il est difficile de faire ça rapidement et les limites de la science nous sautent aux yeux maintenant. Et donc, nous reprenons conscience un peu plus que nous sommes mortels. Et donc ça évidemment, ça aura une importance dans la façon dont on va évidemment s'organiser au niveau du travail, à la maison bien sûr, dans la vie quotidienne, mais aussi au niveau du travail. Et tout ceci, bien sûr, nous ramène à la question de l'organisation du travail qu'il va falloir revoir en profondeur, y compris dans ces soubassements théoriques que nous tenons depuis le 19e siècle, depuis que Taylor a sévi et la suite des opérations. Voilà donc pour ce contexte qui fait que nous sommes dans une situation où nous avons des repères qui sont complètement bouleversés. Donc, je vais passer assez rapidement parce que je l'ai déjà dit. Représentation de l'espace-temps, les valeurs travail, les modes d'organisation, les façons de consommer qui évidemment vont évidemment modifier les besoins des clients par rapport aux entreprises. Et donc, l'entreprise est face à une réalité augmentée, dans le sens où il faut qu'elle tienne compte de cette accélération dont je viens de parler et des nouvelles exigences des clients qui vont évidemment demander des nouveaux processus de travail et des compétences différentes. Alors, on a beaucoup parlé des soft skills. Là, on parle d'école neuve maintenant, vous voyez. En fait, il faut sortir de nos conformités de compétences réglementaires parce qu'on aura besoin de savoir réagir à la demande qui va se faire très, très, très rapidement. Alors, notre impératif, bien évidemment, c'est le développement économique. Donc, la prospérité économique, c'est quelque chose qui repose sur 2 pieds. Un, la gestion de la croissance économique et 2, le développement économique. Donc, la croissance économique, ça, on sait faire. C'est ce qu'on fait depuis toujours. Et
qu'est-ce qu'on fait quand on parle de croissance économique? On gère les moyens, on gère les ressources. Et donc, on est dans des processus, évidemment, de causalité linéaire. Le développement économique, c'est autre chose, c'est la création de richesses à partir, et là, on a une chance, si je puis dire, dans notre malheur, puisqu'on a des mutations techniques, des mutations technologiques, des mutations écologiques, et donc on a un creuset d'innovation et de développement possible. Et donc, il faut que nous travaillions sur nos deux jambes, c'est-à-dire la gestion d'un côté et le développement de l'autre, sachant que les deux se renforcent mutuellement. Et tout ceci nous permettra d'avoir un développement économique et social qui créera de la richesse et donc de l'emploi, puisque gardons ça en tête, de l'emploi. Pardon, Martine, il reste à peu près 2 minutes. Alors, je sais que c'est court. Ah oui, donc alors je vais passer sur les limites du système. Donc moi, ce que je propose, c'est de créer justement des ressources. C'est de créer des ressources. Donc ça veut dire que nous devons avoir, alors c'est dommage parce que je n'ai pas présenté l'aspect global de la gestion, mais nous avons un système qui tourne en boucle avec on va dire un système d'action, pour employer le terme de Michel Crozier, entre des acteurs institutionnels et les entreprises, qui fait que nous avons une approche de la compétence qui est, j'allais dire, gelée, cloisonnée, et qui évolue très, très difficilement, ce qui bloque la définition des métiers, ce qui bloque la définition des postes, etc. Or, il faut changer ça de façon à avoir une approche beaucoup plus souple. Ensuite, au niveau de l'Observatoire des métiers, etc., nous devons réfléchir en termes de compétences transversales, compétences durables et compétences situationnelles. L'intervenant précédent a parlé de compétences situationnelles et c'est exactement ça qu'il faut développer. Et des situations nouvelles et des situations difficiles, il y en a plein dans les entreprises. Et donc, quelqu'un qui est compétent, qui a un potentiel de compétences situationnelles, c'est peut-être quelqu'un à préférer au moment d'un recrutement par rapport à quelqu'un qui a un magnifique diplôme, je ne sais pas, un master en organisation qui date d'il y a 15 ans, par exemple. Hein. Donc, moi, je préférerais plutôt recruter quelqu'un qui a des compétences situationnelles parce qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. Évidemment, donc, je passe sur toute la partie recrutement parce que ça va modifier les pratiques. Il faudrait modifier les pratiques et évidemment discuter avec les organisations syndicales puisqu'on a la chance d'avoir une loi qui a donné plus de poids à la négociation syndicale dans les entreprises. Donc, il faut se mettre d'accord avec les organisations syndicales pour redéfinir tout ça. Ensuite, promouvoir évidemment un outil qu'on utilise mal qui est le portefeuille individuel de compétences. Avoir un travail sur la capitalisation individuelle et collective des compétences dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il faut travailler en permanence là-dessus, avoir une démarche d'amélioration des compétences dans l'entreprise, mettre en place un système. Il faut changer le système, les CRH qui gèrent la GPEC, puisque les systèmes de GPEC gèrent surtout les flux de compétences, mais ne font pas d'anticipation suffisamment par rapport à ce que je viens de dire, ou n'en font pas du tout. Hein, donc, on est sur les choses connues ou prévisibles, mais là, il faut être sur l'imprévisible et développer la marque employeur, puisque je pense que vous en avez parlé dans la journée. La marque employeur, c'est ce qui peut démarquer les entreprises entre elles. Une entreprise qui développe des compétences transversales pour ses salariés, des compétences situationnelles, etc. S'il arrive un malheur, c'est-à-dire un plan social, eh bien, elle a plus de chances que ses salariés soient évidemment employables, parce que la question, c'est l'employabilité, employables dans une autre entreprise qu'à l'heure actuelle, où on entend les gens dire « mais moi, ça fait 15 ans que je suis dans cette entreprise, que je ne sais rien faire d'autre, moi, j'ai 40 ans, qu'est-ce que je vais faire à mon âge ?» etc., etc. Donc, il faut sortir de ce système. Voilà.